Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny et je suis vraiment très heureuse ce soir de vous présenter Clotaire Guérin qui va nous parler de la communication animale. Clotaire, bonsoir. Bonsoir Fanny, et vraiment, bonsoir à tous. Un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. Pour nous partager tes connaissances sur la communication animale. Donc, c'est la première fois sur LGC6 qu'on aborde le sujet de nos animaux et surtout donc, sur la communication animale. Donc, ça va être vraiment un très beau moment de partage. Je rappelle pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous souhaitez poser vos questions, c'est la première fois que vous êtes sur le grand changement, donc vous pouvez voir le replay de l'émission tout de suite après la fin du direct sur YouTube ou sur le grand changement sur LGC6 et que vous pourrez poser vos questions dorénavant sur le forum LGC. Donc vous avez le lien du forum sous la présentation, sous la vidéo. Donc, il suffit de vous enregistrer avec votre prénom, votre mail, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, n'oubliez pas de vous connecter pour pouvoir accéder à la Vibra-conférence de ce soir, soit sur la page d'accueil du forum LGC. Vous avez un bandeau en haut de l'écran qui donne les liens directement des Vibra-conférences du jour. Ou bien vous allez dans la rubrique animateur. Vous allez donc cliquer sur Fanny LGC6 et vous aurez toutes les Vibra-conférences passées et celle de ce soir. Vous cliquez sur celle de ce soir et vous aurez accès à toutes les questions en direct qui ont déjà été posées. Et merci à ceux qui les ont déjà posées d'avance. Et merci pour tous ceux qui participeront ce soir avec nous aux questions pour avoir un moment d'échange avec vous et répondre au mieux à vos questions. Donc, à savoir quand même, et ça on va le préciser aussi dès le départ, que tu vas essayer au mieux de répondre aux questions, mais sans non plus te positionner ou donner ni de jugement et ni de réponse qui pourrait trop induire peut-être des... voilà, tu vas guider en fait. Exactement. Tu vas guider, tu vas ouvrir peut-être des portes et éveiller, de donner des chemins à suivre, mais pas forcément des réponses très claires claires oui, mais chacun après selon, parce qu'on a déjà vu certaines questions et qui vont pas forcément, c'est subjectif, c'est propre à son histoire aussi, donc voilà, tu vas en parler un petit peu plus. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que la communication animale est très large parce que c'est vrai que moi au départ je pensais que c'était plutôt la communication animale, mais surtout quand les animaux étaient partis dans l'autre monde et qu'on pouvait communiquer avec eux. Alors certes c'est une partie de la communication animale, mais finalement en préparant la Vibra-conférence, je me suis aperçue qu'il y avait aussi la communication au quotidien avec nos animaux domestiques, qu'on avait un lien avec eux à créer, à découvrir leur mission aussi, pourquoi on les a choisis ou pourquoi ils nous choisissent. Voilà. Et puis des tas d'autres questions, d'autres points à découvrir. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de vous faire partager ce moment. Je souhaite une belle soirée en compagnie de Clotaire. Donc Clotaire, je vais te laisser te présenter. D'abord, qui tu es, ce que tu fais, et puis on parle de la communication animale. D'accord. Voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Fanny. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur de partager avec vous ce soir. Et avant de rentrer plus en détail sur cette Vibra-conférence, je vais vous demander quelque chose de très important que je demande à chaque fois que je donne une conférence, c'est que surtout, prenez du recul et pratiquez ce qu'on appelle le discernement. Parce que tout ce que je partage, c'est simplement une vision, ce sont des expériences qui sont sur mon chemin de vie depuis 10 ans à peu près, mais ça résulte juste d'un champ de croyance. Alors du coup, je n'ai pas de clé de vérité universelle, et c'est pour ça que, comme vous le disiez Fanny,
Il y a des choses dans lesquelles je me sens à l'aise d'en parler et d'autres dans lesquelles je n'ai pas de légitimité ou je ne suis pas expert. Donc du coup, je ne vais pas vous apporter de réponse. Je vais plutôt vous renvoyer à ce que votre cœur vous dit et ce qui vous parle de l'intérieur. Et c'est ça pour moi qui est le plus juste aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être énoncé, partagé, les histoires, les anecdotes, ma façon de voir les choses, eh bien, je vous invite à prendre que ce qui vous parle, que ce qui vous touche en profondeur. Le reste, jetez-le. Parce qu'il n'y a pas de notion de 100% détenir une vérité absolue. J'aime pas du tout cette notion de prise de pouvoir et je préfère me tromper parce que je suis sûr que parmi vous, vous avez tous l'amour des animaux et vous avez tous aussi un point de vue, une opinion ou des exemples précis. Eh bien, je vous invite à les partager. Parce que je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté des conférences, c'est le partage. Et en plus, moi, j'aime pas beaucoup les monologues. Alors, j'aime bien quand chacun amène un petit peu son anecdote. Donc, à la base, je suis, comme vous avez lu sûrement sur la présentation, je suis guide naturaliste. Et donc, mon métier consiste à présenter la nature, les arbres, les fleurs, les animaux, dans une idée de transmettre les trésors de la nature avec les valeurs de respect de l'environnement, de respect des animaux et de sensibilité à l'écologie. Donc c'est ce que j'ai fait durant des années. Donc en tant qu'animateur, je me suis spécialisé dans le bord de mer. Et j'avais vraiment pas envie de vivre en fond, donc je suis parti à l'étranger et j'ai travaillé notamment dans des zoos en Équateur. J'ai travaillé auprès des chamans aussi qui ont une vision très spéciale de l'animal. Et dans mon parcours, j'ai aussi fait des stages en France avec notamment une vétérinaire qui m'a accueilli et je vous en reparlerai plus en détail. Et j'ai aussi lu pas mal de livres, dont un qui m'a vraiment touché en profondeur. Ça s'appelle « Le peuple animal ». C'est de Daniel Meroy et d'Anne Givaudan. Alors, vous connaissez sûrement, ce sont des auteurs qui sont assez extraordinaires, qui sont connus depuis un nombre d'années incalculable. Et en plus, ces auteurs, ils sont quand même traduits dans, je ne sais pas, peut-être plus de 20 langues. Ouais. Donc, ils ont vraiment une portée internationale. Et dans ce livre, Le peuple animal, il y a une définition que j'aime beaucoup et que je vous partage. La communication animale, tel que le définit Daniel Meroy-Givaudan, serait le fait de se retrouver et de développer notre conscience dans ce lien qui nous unit tous, qui est cette télépathie universelle que nous avons déjà en nous. Alors, à tous ceux qui se posent la question, est-ce que tout le monde peut faire de la communication animale? Eh ben, j'ai envie de dire oui, parce que ce n'est pas du tout un don, mais c'est plutôt redéployer l'être spirituel que nous sommes et redéployer cette capacité que l'on a tous. Et je vais vous donner un exemple très précis. Je suis sûr que vous êtes capable de comprendre les émotions de votre animal sans mettre des mots. Lorsque vous croisez son âme, lorsque vous croisez ses yeux, lorsque vous plongez dans le cœur, vous comprenez presque instantanément ce dont il a besoin, ce qui lui fait envie, ou ce qui vous exprime des fois lorsqu'il a un regard incrédule, lorsqu'on fait des choses qu'on dit que ni peut-être quand on stresse. Eh bien ça, c'est une forme de communication animale, mais ce n'est qu'un échange conscient. Et derrière, on va aller chercher ce que n'est pas la communication animale. Parce que ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une transmission qui soit la plus juste possible. Et pour ça, ça veut dire réaliste. En ayant bien les pieds sur terre. La communication animale, ça ne sert pas à prendre le pouvoir sur les animaux. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une zone d'échange avec l'animal, et dans cette zone, il est important d'y aller avec son cœur. C'est-à-dire avec cette humilité et ce respect, qui fait qu'à aucun moment, on va dire à l'animal, bon, je veux que tu fasses ça, je veux que tu arrêtes de faire pipi sur mon canapé, sinon je t'envoie à la fourrière. Alors ça, vous voyez, pas de prise de pouvoir, pas de chantage, pour faire peur. Et vous allez braquer l'animal, et vous aurez pour conséquence, il ne voudra plus communiquer avec vous. Donc voilà, la première chose que n'est pas la communication animale, c'est pas une prise de pouvoir pour le faire changer son comportement. D'accord? Ça me paraît important en premier lieu de le dire. Ensuite, ça ne sert pas non plus à faire des interprétations. Ce terme,
animaliers sont des interprètes. Et en fait, toute communication, elle va passer par le filtre de nos croyances, aussi de nos émotions, mais aussi de nos projections, de ce qu'on y met. Et donc, il ne faudrait pas se servir de cet outil pour transmettre des peurs qui sont les nôtres, notamment en termes de mort, notamment, on y reviendra plus tard, mais notamment en termes de comportement. Et ça, je vais vous donner 2-3 anecdotes qui mettront un petit peu en valeur cette notion de on essaie de ne pas interpréter. Et c'est ça qui fait aussi la justesse de ce qu'on transmet, c'est que lorsqu'un interprète est le plus factuel possible. Et c'est ce qu'on travaille aussi dans la formation que je vous propose, c'est cette notion de je traduis un fait, tout simplement. Ensuite, la communication animale, à changer les animaux, ni à faire de la magie. Dans certains cas, il est possible qu'un animal change de comportement grâce au dialogue. Je vais vous donner un exemple. J'ai entendu une histoire d'une personne où elle communiquait avec une orang-outan qui était depuis plus d'1 an prisonnière de sa cage juste à la lisière de la forêt. Ça se passe en Indonésie. Et les rangers avaient essayé, les vétérinaires, les comportementalistes, sans succès. Cet orang-outan était, entre guillemets, prisonnière de sa cage, alors que la cage était ouverte et que tout le monde l'invitait à retrouver cette liberté. La communication animale de cette femme a permis, au bout d'1 mois, eh bien que l'orang-outan, de sa propre initiative, de son propre libre arbitre, retrouve cette liberté dans la forêt. Ça a été... C'est long. C'est long, mais c'est quand même magnifique en 1 mois, alors que 1 an d'investissement et de perte de temps n'ont pas suffi par des gens qui sont des spécialistes. Et pour la petite anecdote aussi, là où le bas blesse, c'est que ces rangers, c'était leur gagne-pain, cet orang-outan en captivité, et il y a eu une certaine jalousie lorsque la liberté lui était rendue. Donc les rangers sont allés se plaindre au ministère comme quoi cette personne était intervenue sans leur consentement. C'est là où l'ego de l'homme prend aussi la place dans ce qui est le plus beau des gestes, qui a été un geste vraiment d'amour. Et ça, on y reviendra sur la place de l'ego et de l'homme au travers les interactions avec les animaux. N'hésite pas à m'interrompre, Fanny. D'accord. Ensuite, la communication animale, ça ne sert pas à faire de la médiumnité. D'accord. On ne va pas aller chercher des espèces de voyance ou aller dire oui, l'animal dans le futur, qu'est-ce que tu feras, où tu seras, est-ce que j'aurai des enfants? Non. On va rester réaliste et pragmatique. D'accord. Les animaux, ils ont une conscience de l'instant présent, mais le futur, ça ne leur parle pas comme à nous. C'est pas, je pense que le temps, c'est plus une création humaine. Vous voyez? Ils ont une notion du temps qui est différente, qui est beaucoup plus subtile que la nôtre. Oui, ils sont vraiment dans l'ici et maintenant. Et maintenant. Dans ce qu'on appelle, Eckhart Tolle dit le pouvoir de l'instant présent, qui est en fait notre premier mode d'expression, qui est le monde des sens, qui est l'information de notre corps. C'est plus ça, je pense. Ensuite, la communication animale, ça ne sert pas à imposer des critères humains. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un petit chien, style chihuahua, qui, dans la rue, aboie sur tout le monde et ça vous gêne profondément, eh ben, la communication animale ne va pas vous servir à lui ordonner d'arrêter d'aboyer. En revanche, la communication animale va vous inviter à comprendre quelle est la motivation de ce chien pour aboyer tout le temps. Vous allez comprendre ses mécanismes à lui, donc vous allez pouvoir adapter en fait vos réactions. Petite anecdote à ce sujet, il y a une femme donc, qui a eu en communication animale justement un chihuahua qui aboyait sans cesse, donc c'était profondément gênant, surtout lorsqu'on a des dogs allemands ou des gros chiens, des dobermans, vous savez, qui passent comme ça. On a le petit roquet là qui oui, c'est surtout les plus petits qui aiment. Exactement. Et en fait, en allant en communication avec cet animal, c'était pour protéger sa gardienne, car elle ne faisait pas assez attention. Et lorsque, par une compréhension, c'est-à-dire un échange d'informations, l'interprète animalière a proposé au chien que sa gardienne
prenne la décision de faire attention à son comportement, ce chien cesse d'aboyer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la communication animale sert de relais entre vous, votre comportement, et le comportement d'un animal. Voilà à quoi sert la communication animale. Ensuite, une petite dernière chose, la communication animale, elle ne sert pas à vous juger, à vous culpabiliser ou à vous faire porter des poids qui ne sont pas les vôtres, qui peuvent être le reflet de la qualité de l'interprète. Hein, voilà, après je vous laisse faire le discernement, mais on peut le retrouver chez certaines personnes qui n'ont pas assez travaillé sur elle. Voilà, donc voilà tout ce que c'est, tout ce que c'est pas plutôt. Surtout, oui. Du coup, on va pouvoir aller sur quel est cet outil, qui est un outil magnifique s'il est utilisé dans une justesse et dans une compréhension qui soit vraiment accessible. On va prendre contact avec l'animal et on va recevoir des informations à travers nos 5 sens. On peut recevoir, par exemple, des informations gustatives. Alors, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Elune. Elune, je la présente. Je présente Elune qui a 12 ans, dont je suis le gardien depuis 2006. Pardon, ça fait 5 ans. Et donc, lorsqu'on commence la formation, j'aime bien que les gens puissent prendre confiance dans leurs capacités et se rendre compte que ce n'est pas du tout quelque chose de, comment dire, de superficiel. Donc, on va prendre des photos et on va demander à Elune ce qu'elle aime manger. Les personnes reçoivent des informations par leur goût. Ils disent « j'ai un goût de poulet dans la bouche ». Et là où j'aime bien aussi les formations quand on est des petits groupes, c'est que plusieurs personnes vont avoir la même information. Et c'est comme ça aussi qu'on prend confiance dans nos capacités. Parce que sinon, tout seul, qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas dans l'imagination, hein, c'est justement d'avoir la même information. Donc du coup, la méthode de communication animale, ça passe aussi par cette notion de ludique, d'agréable. Hein. On ne va pas forcément chercher des problématiques dans un premier temps. Donc on va lui demander ce qu'elle aime bien, ce qui lui ferait plaisir. Des informations gustatives. On peut aussi avoir des informations olfactives. Alors ça, je vous donne un exemple. Un chat qui a été enfermé quelque part, ou qui a fugué et qui s'est retrouvé coincé, par exemple, dans un garage. Lorsque vous rentrez en communication avec lui, il ne va pas vous dire « Jacques Rousseau ». Alors le chat, il ne sait pas lire, il faut rester vraiment réaliste, ce n'est pas possible. En revanche, si vous écoutez votre canal olfactif, dans un garage, il va y avoir des odeurs d'huile, des odeurs d'essence. Ce qui va vous permettre de faire la déduction qu'il est enfermé dans un garage. Mais après, c'est une question d'interprétation. Si vous lui demandez où il est et qu'il n'y a pas de lumière dans le garage, le chat ne peut pas vous dire « je suis dans le garage avec telle voiture, avec telle plaque d'immatriculation ». D'accord? C'est pas possible. Ça, c'est ce que j'appelle croire en la magie. Je préfère vous donner vraiment une vision qui soit réaliste. C'est très dur de retrouver un chat qui est perdu, parce qu'il y a la notion de stress qui est omniprésente, et ensuite, la communication animale, ça se fait d'un consentement mutuel. Vous voyez là où je veux en venir? C'est qu'un animal peut très bien refuser de communiquer avec nous. Et moi, ça m'arrivait plein de fois. Donc, ça fait travailler l'humilité. Ah oui, bien sûr. Puisque c'est un consentement mutuel, mais c'est un peu comme avec les humains. Oui, bien sûr. Regardez vos enfants, vos proches ou vos amis, lorsqu'on est braqué, lorsqu'on est contrarié ou lorsqu'on a une personne nous a fait du mal, on va avoir du mal aussi après à exprimer nos sentiments, nos émotions. Chez l'animal, c'est un petit peu pareil. Si on n'est pas dans une approche qui soit respectueuse et harmonieuse, l'animal ferme ses portes. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que la notion de protection, elle est super importante. Sinon, vous imaginez, on pourrait tous aller faire des choses qui ne sont pas éthiquement responsables. D'accord? Donc, nous avons le canal gustatif, le canal olfactif, que l'on sert beaucoup en communication animale. Nous avons aussi la clairvoyance. La clairvoyance, ça va être votre capacité à recevoir des images. Et des images que vous ne pouvez pas inventer. Je vous donne un exemple très précis. Lorsqu'on fait une communication avec Elune, par exemple, je demande à mes stagiaires de me dire quelle est la couleur de son paquet de croquettes.
image. Je demande aussi qu'elle vous montre sa gamelle d'eau et sa gamelle de nourriture. Et je demande ça au début de toute communication parce que ça rassure. Et on se dit, si c'est bon, ok, je suis bien en contact avec l'animal, donc je peux aller plus loin. Alors ça va peut-être un peu vous paraître totalement hallucinant. Vous allez vous dire, ouais, je suis médium et tout. Non, 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 pas du tout. Vous le verrez, c'est simple en formation que c'est une capacité que nous avons tous. Et cette connexion télépathique, elle se fait aussi en recevant des images qui vont vous permettre de vérifier que ce que vous recevez est bien juste. Et c'est là le rôle des formateurs. C'est un très bon exercice. Ah oui, c'est génial. Tout à fait. Bah oui, c'est génial. Donc, le goût, l'odorat. Ensuite, la clairvoyance avec les yeux, recevoir des images, mais on a aussi la clairaudience. Alors, vous allez vous demander, est-ce que les animaux parlent? Pas exactement. Il y a langage et langage. Les animaux vont avoir un mode d'expression qui n'est pas comme la pensée humaine. Ils vont plutôt être dans des... il y a des animaux qui vocalisent très bien. Je pense par exemple à la race des Maine Coon. Vous savez, ces chats qui sont tout le temps en train de parler. Ou il y a des chiens aussi qui sont extraordinaires pour vocaliser. Ça me fait penser à, sur YouTube, il y a un husky qui est magnifique et qui vocalise 3 mots qui sont I love you. Il dit I love you. Je fais très mal le husky, j'en suis désolé. Mais en fait, vous l'avez vu. Alors, regardez cette vidéo. Vous allez voir le husky. Il est là comme ça, il fait I love you, I love you. Ça, c'est pas un langage courant, c'est plutôt une faculté exceptionnelle chez un animal. Il n'est pas d'ailleurs sur Terre par hasard, hein, mais ça, c'est pas ce qu'on appelle un langage animal. D'accord? Donc il faut faire la part des choses, même si c'est magnifique de croire qu'ils vont nous parler. Mais ça reste. Nous sommes avant tout des interprètes. Ils vont émettre une forme de communication que nous allons traduire par nos pensées. Et leur langage, il est beaucoup plus subtil que le nôtre. Et c'est à nous de développer cette capacité de perception pour pouvoir affiner ce qu'on arrive à entendre. Des fois, on peut aussi avoir une voix qui va être féminine. On va en déduire que l'animal est un mâle ou une femelle. C'est notamment le cas chez des oisillons. Vous savez, pour déterminer le sexe d'un oisillon, c'est pas évident parce qu'il faut soulever les plumes, tout ça. Avec la communication animale, on peut connaître le sexe de l'animal. Donc voilà, ça c'est utile par exemple en clairaudience. Et on en a un dernier qui est le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti. Et le ressenti, c'est super utile. Exemple très simple, votre animal miaule mais vous ne savez pas pourquoi. Et vous avez une intuition comme quoi il a mal quelque part. Ou votre animal boite. Ou il va par exemple être paralysé. Eh bien, vous pouvez, à travers la communication animale, aller chercher pourquoi il a mal, où il a mal aussi, quelle est cette douleur. Parce que ça peut très bien être osseux, musculaire, ou ça peut être aussi un bleu ou quelque chose, il peut s'être cogné. Vous voyez, il y a plein de raisons. Et donc, la communication animale, en écoutant ce ressenti, permet de comprendre là où l'animal a mal. Et donc, c'est utile pour pouvoir ensuite réagir. D'accord. D'accord? Donc ça, le dernier, c'est ce que tu appelles le... C'est le kinesthésique, en fait. Kinesthésiste. Kinesthésique. C'est le sens du toucher, en fait. Ah oui, voilà. Le toucher, tout simplement. Voilà, que l'on va percevoir dans son propre corps. Vous l'utilisez peut-être, vous qui êtes parent ou vous qui êtes thérapeute, lorsqu'il vous arrive de faire des soins à une personne, lorsque vous posez vos mains, vous avez comme une clairsentience de là où la personne a mal. Eh bien ça, c'est une capacité intuitive à percevoir la douleur des autres. Vous l'avez aussi des fois pour vos enfants, vous ressentez où ils ont mal, lorsque vous êtes connecté, même à distance. Vous l'avez aussi des fois avec vos proches, hein. Vous voyez quelqu'un que vous aimez, même sans qu'elle parle, vous ressentez où elle a mal. Voilà, je le fais aussi, par exemple, dans mes consultations et mes soins. Donc, je pratique des soins qui sont, on appelle ça des soins énergétiques à travers le Reiki. J'utilise aussi l'écoute de mon corps pour pouvoir comprendre en profondeur quel mal affecte la personne, qui n'est pas forcément relié à l'organe dont elle se plaint. Oui, souvent ça vient d'ailleurs. Voilà, tout à fait.
Donc ça, c'est la réception d'informations, mais vous pouvez aussi poser des questions, et tant mieux, parce que sinon, ce serait juste une réception d'informations. Les questions que vous pouvez poser vont être d'ordre comment est-ce qu'il se sent dans sa vie, votre animal? Est-ce qu'il souhaite changer quelque chose dans son environnement? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Par exemple, ça peut être quelque chose tout simple, hein. Un nouveau panier, un nouveau jouet. C'est des jeux qu'on pratique au début de la formation pour vraiment être dans l'aspect ludique et demander pour qu'une communication elle s'établisse avec un animal, c'est comme avec nous les humains. On a besoin de prendre du temps pour apprendre à se connaître. Si par exemple je rencontre Fanny direct et je lui dis alors, bon, c'est quoi tes problèmes? Ah, bah t'as mal là, toi et tout. Il y a des chances qu'elle se braque, puisque ça demande certaine confiance. Et cette mise en confiance, elle se fait à travers les premiers exercices de la formation, qui sont de aller demander à un animal qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que tu aimes bien jouer avec de l'eau, par exemple? Est-ce que tu aimerais bien avoir une fontaine à eau, du coup? Ou est-ce que tu aimerais bien aller te promener dans un parc? Vous voyez, ce genre de choses. Je pense notamment aux chiens. Est-ce que l'agility, ça te plairait? Vous savez, ça, c'est le genre de choses qu'on peut demander. Ou est-ce que le panier qui est vraiment pourri, est-ce que je dois te le changer? Alors des fois, l'animal, pour dire « ne le change pas, il y a mon odeur, j'adore ». Et vous allez projeter en disant « ouais, mais il est vieux, il faut que je le change ». Ça, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est une projection de votre conception de ce qui est bon pour l'animal. Voilà. Et l'anthropomorphisme, on va y revenir. Parce qu'on en fait tous, moi aussi j'en fais. Et c'est pour ça que le discernement et la prise de recul est importante. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette conférence, c'est comment fonctionne un animal. Et pour ça, c'est important. C'est important, ben oui, bien sûr. C'est les bases, hein. Et pour ça, on va distinguer deux termes. Il y a le terme de communication animale et communication intuitive. Vous avez peut-être déjà entendu parler. La communication intuitive, c'est une vétérinaire qui s'appelle Anna Evans qui l'a mis au point. J'aime beaucoup cette femme, j'ai énormément de respect. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, ceux qui m'ont formé à la communication animale en 2006, qui sont des enseignants Reiki, ont été formés par Anna Evans. J'apprends la pratique depuis longtemps, hein, depuis 1988. Donc, sacré bagage. Et en fait, elle définit ça comme un outil pour connaître les animaux, mais aussi mieux nous connaître en tant qu'humains. Et ça, c'est super intéressant de se poser cette question parce que la communication intuitive, qui est une marque enregistrée à son nom, eh bien, ça permet de transformer la relation à l'animal, mais aussi notre perception de nous-mêmes. C'est aussi pour ça que j'ai intitulé le thème de cette Vibra-conférence « Mieux comprendre et affiner la relation avec notre animal domestique ». Parce qu'en fait, c'est lui qui nous connaît mieux que personne, finalement, parce qu'il est en permanence avec nous. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir des clés. Mais ces clés, elles vont servir à une compréhension et non pas à l'éducation. Il faut aussi faire la part des choses. Les animaux, ils ont un libre arbitre, bien sûr, et il y a des choses qu'on peut demander, mais d'autres qui ne peuvent pas se demander. Pour communiquer avec un animal, une règle d'éthique est de demander l'accord du propriétaire. Alors, propriétaire, j'ai changé de mot pour l'appeler gardien. Gardien, je trouve que ça a un sens assez noble et respectueux qui fait que, en fait, nous sommes gardiens de son être, de son âme, parce que l'animal domestique est dépendant de nous, contrairement à l'animal sauvage. Pratiquer l'accord du propriétaire pour une raison très simple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un animal qui souffre d'une nourriture qu'il ne tolère pas et il y a des conditions de détention que vous jugez abominables. D'accord? Et donc, ça va par exemple être un de vos voisins éloignés ou quelqu'un qui habite à la campagne et que vous avez croisé. Et vous allez vouloir l'aider. Alors, c'est une belle intention. Donc, vous allez rentrer en communication avec l'animal. Mais imaginez que le propriétaire ne va faire aucun de faux espoirs. Vous allez lui susciter la possibilité de changement. Et donc, du coup, vous allez créer quelque chose qui ne vous appartient pas. Parce que ce qui ne vous appartient pas, changement de comportement du propriétaire. Donc, du coup, on va éviter tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous parle en termes d'éthique. Parce que il y a un proverbe qui dit l'enfer est pavé de bonnes
intention. On l'entend souvent. Et ben pour moi, c'est un exemple d'une bonne intention qui peut partir du cœur, hein, mais qui en fait peut avoir des conséquences qui peuvent être désastreuses pour l'animal. Personnel, par exemple, moi je souhaite pipi sur le canapé. Hein. Si jamais j'y vais au forcing ou j'y vais en lui donnant une injonction ou un ordre, et l'une, elle va m'envoyer du caractère. Oui. En revanche, si j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ses besoins à cet endroit-là, est-ce que c'est l'odeur qui lui plaît ou est-ce qu'il y a un problème, et ben dans ces cas-là, je vais être dans la compréhension et dans l'interprétation. Là où je risque de faire l'anthropomorphisme, c'est dernièrement, j'ai voulu lui faire plaisir et je lui ai acheté une nouvelle litière. Avant, elle avait un petit bac à litière ouvert dans les toilettes. Et quand même, ce serait bien d'avoir un gros truc. En plus, comme c'était ouvert, je me suis dit, si c'est fermé, ça sentira un peu moins les crottes. Donc, je lui ai acheté, vous savez, une très belle litière fermée comme ça, avec vous savez, la litière minérale, là, et en fait, on la retourne et ça met les crottes dans le bac et tout. Le truc high-tech. Hein. Et en fait, bon, j'ai un petit T1, donc j'ai une chambre, et je l'ai mise dans le salon sous mon bureau, en fait. Et c'est grand comme espace. Et elle est rentrée une fois, et depuis, elle n'y va plus. Alors, je comprends pas. Et moi, dans ma tête d'humain, je me dis, mais pourquoi elle n'y va pas? Elle a un super espace, c'est fermé, c'est beau, c'est grand et tout. Et donc, du coup, j'ai fait travailler mes stagiaires. Je leur ai dit, bah, là, c'est une vraie question. Parce qu'en plus, la difficulté, c'est quand on est tellement impliqué émotionnellement avec son propre animal, bah, c'est prendre suffisamment de recul. Donc, du coup, ils ont bossé et ils m'ont dit un truc très, très juste. C'est qu'ils m'ont dit, elle est très timide, elle est très discrète. Et donc, elle a besoin d'une certaine intimité. Et le fait que ce soit au milieu du salon, bah, ça la gêne pour faire ses besoins. Tout simplement. Et l'une n'allait pas dans cette litière. Donc, je l'ai enlevée, ça ne sert à rien. Finalement, elle préfère l'autre. Alors, peut-être que c'est le cas hein, parmi vous. Hein. Vous avez peut-être des questions sur pourquoi est-ce qu'il va toujours pisser sur ce tapis ou pourquoi il fait ça. Alors ça, on peut le comprendre dans une communication animale. Et là où c'est utile, c'est qu'il peut y avoir diverses interprétations. On ne va pas forcément la trouver dans des livres. Parce que chaque animal est unique. Et chaque comportement a une raison d'être, qui n'est pas forcément une vérité universelle. D'accord ? Voilà, tout simplement. Ensuite, donc comme on a dit tout à l'heure avec Fanny, l'animal, il vit dans le présent. Et donc, si vous lui demandez, oui, où est-ce que tu as envie que je t'emmène en voyage? Ça, c'est pas très réaliste. Ce qui lui fera plaisir, c'est peut-être de rester à l'endroit où il est parce qu'il n'aime pas voyager. C'est ça. Vous pouvez lui demander ça, par exemple. Ça, c'est utile, vous voyez. Ou il n'y a pas longtemps, en communication animale, on m'a demandé où est-ce que le chat aimerait habiter. Alors, c'est pas des notions que le chat peut comprendre. Enfin, dans une certaine mesure, en fait. Il va comprendre. Enfin, voyager, est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est voyager? Il va... dans cet espace incitant, est-ce qu'il sait vraiment ce que ça veut dire? Il va comprendre à travers les images qu'on lui envoie. En fait. Et il va nous mettre des réponses qui sont, par exemple, la personne qui m'a demandé est-ce que tu peux me dire à l'endroit où il aimerait qu'on habite? Et le chat, il lui a dit du moment que j'ai un jardin pour continuer à profiter, ça me va bien. D'accord. C'est très simple, mais en même temps, c'est très chat de dire ça. Il n'en faut pas plus, tout simplement. Ensuite, vous pouvez vous demander si la communication animale, on peut s'en servir pour retrouver un animal qui a fugué, qui est parti. C'est super difficile. On peut essayer. J'ai très peu d'expérience de ce côté-là, mais les fois où j'ai essayé, ça n'a pas été quelque chose de positif, parce que comme je vous disais, il faut que ce soit un accord mutuel, et je vais plutôt utiliser la guidance par mes guides pour comprendre ce qui arrive à l'animal, plutôt qu'une interaction directe, parce qu'en général, il est tellement dans le stress, dans la peur qu'il se protège.
C'est comme avec un humain. C'est dur de parler à quelqu'un qui vient d'un gros traumatisme ou qui vient de subir une chute d'un endroit, par exemple. C'est un peu la même chose. D'accord. Donc, la situation de l'animal, elle peut aussi fausser les informations. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est pourquoi il est parti. Ça a du sens. Pour éviter que ça se reproduise. Exactement, tout à fait. Ouais. Après, vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'on peut parler à un animal qui est décédé? La réponse est oui. Je vous raconterai une très belle histoire tout à l'heure. Après sa mort, je vais émettre des réserves. Parce qu'un animal qui décède d'un choc violent, il peut arriver qu'il ne comprenne pas ce qui lui est arrivé. Et il se peut qu'il se croit encore vivant. Et que du coup, il n'ait pas encore compris cette notion de j'ai plus d'interaction physique. Donc du coup, voilà, j'ai aussi mes limites et les interprètes animaliers ont aussi leurs failles parce que nous sommes avant tout humains. Et donc ce que je conseille souvent à mes stagiaires, c'est de lâcher prise sur la notion de réussir à 100%. Et ça, c'est un vrai travail avec les animaux. C'est entre autres d'accepter de se tromper. Et même les grands interprètes, je vous ai parlé d'Anna Evans tout à l'heure, mais il y a aussi Laila Del Monte, qui fait des très belles vidéos et elle travaille beaucoup avec les chevaux. Ils font 80% de réponses, à peu près. Donc vous voyez, même les meilleurs, ils ont aussi une gros nez des fois. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on travaille en groupe. Parce que le travail en groupe permet de valider aussi ce qu'on croit interpréter, parce qu'au début, c'est super dur. Franchement, au début, ça ne doit pas être évident. Enfin, c'est comme quand on travaille aussi sur la voyance, les cartes, aux outils aussi. Un gros travail sur soi. Un gros apprentissage. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on se dit, tiens, il y a l'imagination ou le mental qui se met en travers de notre chemin. Et c'est vrai que ça doit être un gros travail d'apprendre la communication animale. Mais en groupe, je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant. C'est très stimulant. Oui, tout à fait. Et je vais vous citer une Aristote. Je dis dans mes deux manuels, donc celui pour apprendre à communiquer avec ses guides, mais aussi avec les animaux. Aristote nous dit, c'est la répétition qui fixe la notion. L'excellence n'étant pas un acte, c'est une habitude. Donc il nous transmet toute l'importance de pratiquer et du coup de ne pas se décourager si on a quelque chose, on n'arrive pas tout de suite. Et c'est ça qui fait progresser. L'amour est quand même la plus belle des motivations, parce qu'on le fait avec le cœur, et des fois c'est juste notre ego qui est froissé de ne pas réussir. Oui, c'est ça. Donc voilà, si on est véritablement déjà bien formé, ensuite si on est véritablement dans une notion de se remettre en question et d'accepter de se tromper, c'est plus facile parce qu'on accepte que l'ego soit aussi un allié et qu'on ne puisse pas réussir à 100%. Voilà un petit peu la pédagogie qui me semble appropriée. Et pour savoir si un animal est d'accord pour répondre à nos questions ou pour travailler avec lui, il répond clairement. Oui, tout à fait. C'est dans la première phase. C'est-à-dire qu'on va rentrer en contact dans ce qu'on a créé au préalable, ce qui s'appelle un lieu de transe. Les personnes qui font l'hypnose connaissent, c'est un lieu imaginaire où on va pouvoir inviter l'animal. D'accord. Du gardien, le prénom de l'animal et son âge. J'ai pas besoin de savoir où il est, moi, par exemple. Dans ce qu'on appelle la salle. Et là, on lui demande, est-ce que tu veux bien discuter? Est-ce que tu veux bien échanger? L'animal n'est pas obligé d'accepter. Le sent. Et s'il n'a pas envie, ça coupe en fait. D'accord. S'il a envie, il va nous envoyer des informations à travers les 5 sens dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ensuite, vous allez les noter, parce que l'important, c'est d'être factuel, interprète animalier. Dans un premier temps, on va discuter, échanger avec l'animal, on va se présenter. Avec les humains, on garde quand même cette notion qui est très réaliste de « Coucou, c'est moi !» Voilà qui je suis. Et ensuite, on va pouvoir poser des questions. Les questions vont être, dans un premier temps, enfin moi c'est comme ça que je conçois mes formations, dans un premier temps, elles vont être agréables, ludiques. Parce que pour créer du lien avec un animal, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de confiance et de respect. Ça doit sûrement vous parler d'ailleurs, ces valeurs-là. Eh bien, on ne va pas aller directement avec l'animal. Il dit « Alors, tu fais pipi partout? Bon, alors pourquoi tu fais ça ?» Alors là, on fait ça dans une dernière partie de la formation, lorsqu'on a suffisamment travaillé avec l'animal, avec Hélène notamment, et j'associe ça aussi avec un décodage émotionnel. Tiens, il nous parle des animaux domestiques, mais il ne nous parle pas des animaux sauvages. Donc, vous allez vous demander, est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux sauvages? Alors oui, bien sûr. Et j'ai très peu de compétences dans ce domaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelqu'un qui le fait très bien, qui s'appelle Shaina Manso. Enfin, Shaina, qui s'appelle maintenant Shaina Lebeau, mais je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, donc elle le fait sans problème. Moi, j'ai du mal à le faire parce que je me suis pris le claque. C'est-à-dire En fait, quand j'ai découvert les communications animales, donc c'était en 2006, donc j'avais 22, 23 ans. Donc vous savez, j'ai pas fait de grandes études, et donc si vous voulez, j'ai appris par expérience dans la plus belle école qui est celle de l'école de la vie. Alors, je fais une petite parenthèse et une dédicace à tous ceux aussi qui ont appris à communiquer avec les animaux sur le tas, comme ça, hein, et qui se rendent compte à travers leur expérience de ce qu'on peut faire ou pas faire. Et puis, je vivais en Espagne à l'époque, et puis je croyais qu'on pouvait communiquer avec tous les animaux, qu'ils étaient tous super contents qu'un humain leur adresse la parole. Et donc, j'étais au zoo de Santander. Donc, Santander, c'est dans la Cantabrie, et je tombe nez à nez avec des pingouins. Et puis là, je me mets en transe pour communiquer avec eux, et là, ils me regardent tous, et ils me tournent tous le dos et ils se barrent. Oui, parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de communiquer. Donc voilà, ça a été la première des choses. C'est bien, ça me fait travailler sur moi. Et la deuxième histoire que je vais vous raconter, elle se passe dans un zoo en Équateur. Donc je travaillais avec la faune sud, qui est assez unique, qui est exceptionnelle. On va retrouver par exemple l'ours lunaire, on peut avoir les capybaras, qui sont les plus gros rongeurs d'Amérique du Sud, on a aussi les pumas, on a les singes araignées, et nous avons notamment les singes qui sont gris avec un faciès blanc, qui ont des mains oranges, un petit corps, et qui ont vraiment des mimiques humaines. Singes utilisés puisque leur peau est proche de celle de l'homme et qui les utilisent pour tester par exemple les cosmétiques. Donc ces petits singes écureuils, ils sont en voie de disparition. Un groupe de singes était en liberté et donc moi, mon travail, ça consistait à nourrir les animaux le matin et l'après-midi, faire des visites guidées en espagnol, en anglais et en français. Et puis un matin, on retrouve un petit singe écureuil. Donc Julio, le soigneur avec qui j'étais, je lui dis bah, continue à faire la tournée, moi je vais m'occuper de lui. Et donc du coup, je le prends dans mes bras et je lui donne du Reiki, je commence à prier, faire du magnétisme, enfin je fais tout ce qui me passe par la tête et tout. Et à un moment donné, notion de temps, mais il commence à ouvrir les yeux. Ouais. Et là, c'est magnifique, c'était vraiment, c'était une joie immense. Je me suis dit, waouh, je l'ai sauvé, génial et tout. Et je m'attendais à de la reconnaissance. Ouais. Dès qu'il a eu assez de force, il m'a mordu pour se barrer. Alors, ce petit animal-là, Milo,
En fait, Milo, c'est le diminutif de milagro. Milagro, ça veut dire miracle en espagnol. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment un miracle parce que il avait ingéré une plante toxique. Et en fait, en magnétisme, je l'ai pris sur moi, donc j'ai toussé, j'ai vomi et tout. Mais après, il a été sauvé. D'accord. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Bah, vous comprenez mieux pourquoi j'ai du mal à communiquer avec les animaux sauvages. C'était mon champ d'expérience. Il s'est vite limité au début. En revanche, c'est tout à fait possible. Ouais. On communique avec ce qu'on appelle notamment l'âme groupe, hein, cette conscience collective qui anime tous les animaux sauvages. Possible. Ensuite, avec les animaux domestiques, qui sont habitués à l'homme. Et souvent, ils recherchent leur présence dont le contact est assez facile. Ouais. Il y a une confiance. Il y a une confiance aussi, tout à fait. Et ça peut se faire aussi de manière très spontanée. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'avais vraiment eu envie de développer cette capacité. Après avoir suivi la formation, je voyageais et à un moment, je me formais aussi au Reiki, donc je me suis posé dans le Nord et la vétérinaire venir avec elle pour pratiquer. Elle était vachement ouverte, hein, heureusement, parce que sinon, c'est très dur. D'ailleurs, c'est que la communication animale ne se soustrait jamais à un avis de vétérinaire. Je vous conseille de toujours aller voir un vétérinaire en premier parce qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. L'interprète animalier va avoir des suppositions, mais qui ne remplaceront jamais un diagnostic vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment super important. La deuxième chose, c'est que cette vétérinaire, lorsqu'elle m'a accueilli, elle savait pas très bien ce que c'était, mais elle croyait en la capacité de communiquer avec les animaux, parce qu'elle-même, elle travaillait en clairsentience. Du coup, elle m'a proposé quelques petits tests. Alors, par exemple, il y a une chatte qui avait des douleurs aiguës dans la vessie, et en passant les mains au-dessus, j'ai senti comme des pics, mais vous savez, des cristaux, des choses qui sont vraiment physiques et qui brûlent. Elle a confirmé qu'en fait, elle avait vraiment dans sa vessie des cristaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail en clairsentience. Et ça peut se faire sans avoir besoin de la communication animale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes tout à fait capable de percevoir les douleurs de votre animal, soit en rentrant, ou soit aussi en mettant simplement vos mains. Les personnes sensibles y arrivent très facilement, notamment. Et en fin de journée, je me souviendrai toujours de cette histoire parce que elle m'a vraiment marqué, elle a conditionné beaucoup après ma pratique. Il y a une dame qui vient avec c'est un bulldog français. Elle arrive complètement abattue et son chien aussi est abattu, il avait la tête comme ça. Elle vient me voir et elle dit, bah voilà, je viens vous voir parce que mon chien mange plus. Je crois qu'il déprime, je sais pas quoi faire. Et elle commence à échanger avec le vétérinaire. Et puis moi, je regarde le chien. Et puis je dis, bah coucou, alors, t'as pas l'air d'aller, toi. Et puis d'un coup, il ouvre les yeux comme ça. Et là, je rencontre son regard. Et il commence à m'envoyer des images. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est la capacité à recevoir des informations sur l'écran mental. Donc ça, c'est en clairvoyance. Et puis d'un coup, je reçois des images de perte de l'habitat, de ne plus être à sa place. Et je dis à sa maîtresse, sa gardienne, je lui dis, mais dites-moi, madame, est-ce que par hasard, vous auriez changé la place de l'animal? Est-ce qu'il y a un endroit où il dort où il ne peut plus dormir? Elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit, bah oui, avant, il dormait avec nous dans le lit, mais depuis qu'on a eu un enfant, il dort sur le canapé. Premier signal d'alerte, c'est qu'il y a clairement collectif. Deuxième chose, le chien, il dit « Ah, un humain qui m'entend, cool !» Et donc, du coup, il balance des informations. Coup, il a compris et exactement. Il en a profité vraiment. Voilà, c'est ça. Et donc là, en clairsentience, je ressens une profonde difficulté à me sentir aimé, à me sentir important. Il a perdu sa place de roi. Ah oui, en fait,
ce couple n'avait pas d'enfant, essayait d'avoir un enfant, et en fait, ce chien était la projection de leur bébé. Donc en fait, c'était comme un petit bébé, en plus un petit bulldog, vous savez, c'est tout mignon et tout. En plus, ça pète, ça rote, ça ronfle, enfin, c'est proche de l'humain. Et puis donc, l'information, je le transmets à sa maîtresse, elle me dit, bah, effectivement, il déprime depuis que notre enfant est né. Ah, ouais. Donc deuxième signe qui confirme. Et ensuite, elle lui demande, mais comment je fais et tout. Et là, le chien, il m'envoie une image de couverture orange dans la machine. Et il me fait comprendre qu'il ne veut plus. Alors je dis, mais est-ce que par hasard, vous avez une couverture? Parce que je ne suis pas sûr, hein, je n'ai pas confiance. Hein, parce que je lui dis, est-ce que par hasard, vous avez une couverture? Elle me dit oui. Je lui dis orange. Elle me dit oui, comment vous savez? Et là, je lui dis, bon, c'est le chat qui me raconte. Alors, heureusement que je n'avais pas peur d'être pris pour un fou parce que j'ai validé des informations quand même qui étaient justes. Et elle me dit, bah oui, alors. Et je dis, bah arrêtez de la laver. Il déteste ça parce qu'en fait, finalement, cette couverture où il urine dessus, c'est le seul endroit où il a son odeur et sa zone de confort parce que maintenant, l'odeur du bébé envahit tout l'appartement. Et ça, c'est super important à comprendre. Bah, bien sûr, les animaux, vous savez bien qu'ils sont super sensibles, qu'ils ont un odorat très fin, qui est peut-être 500 fois plus développé que le nôtre, et qu'ils ont tout le temps un échange olfactif, même avec nous. Hein. Ils commencent, même avec les chiens, ils commencent par nous sentir. Hein. Et du coup, ça l'a profondément perturbé. Donc, il y a eu ça. Et donc, du coup, en discutant avec ce chien, la maîtresse s'est mise à pleurer. Et c'était un moment difficile, mais qui était en même temps beau dans la nature profonde. C'est qu'elle venait de comprendre pourquoi son chien déprimait. Et dans ces cas-là, c'est elle de remettre les choses en place. C'est-à-dire, avoir un bébé, certes, ça prend de la place, mais c'est pas pour autant que ce chien doit être délaissé. En fait, il avait le sentiment d'abandon, en fait, ce chien, tout simplement. Et la carence affective, c'est-à-dire le manque d'amour, est une maladie qui peut conduire à la dépression. Donc oui, chez les animaux, ça existe. Une forme de dépression, bien sûr, hein, il faut toujours éviter l'anthropomorphisme, mais bien sûr, qui se sentait délaissé. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est important de comprendre ça. Et il y a aussi des faits scientifiques. Et là, je vais aborder le rôle des animaux. Ça, c'est intéressant d'en discuter. Je vais d'abord vous amener d'une manière scientifique. Alors, je ne suis pas du tout scientifique, donc je suis désolé si des fois les termes ne sont pas exacts et tout ça. D'où ça vient, ces informations? Bah alors, en fait, quand Fanny m'a proposé cette vibra-conférence, déjà, le terme expert, ça m'a gêné parce que je ne me sens pas expert. Ça fait 10 ans que je pratique comme ça, mais en fait, c'est l'amour des animaux qui m'a invité à nourrir et c'est un champ de pratique. Et du coup, je demande à mes guides, je dis, bah voilà, les guides, il faut que j'assure. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi les informations dont j'ai besoin. Et la vie est bien faite parce que j'ai eu plein d'informations cette semaine. J'en ai eu une en regardant les informations au 1245 où c'est une interview de quelqu'un qui est soigneuse animalière aux zoos de Thoiry. Et en fait, on lui demande alors comment ça vous est venu cette envie de travailler avec les girafes? Et puis là, elle répond très spontanément oh, bah, je crois que c'est quand j'étais petite, ma mère m'a emmené au zoo, j'ai vu une girafe, je suis tombé amoureux et j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Alors ça, si c'est pas un choix de vie qui a du sens. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça peut être véritablement une passion qui se révèle et qui est véritablement une mission de vie. Hein, parce que là, je vais aborder le rôle des animaux. La deuxième information que j'ai eue, c'est, je parle à Cynthia en allant manger chez elle, et qui me dit, ah bah j'ai lu un super bouquin qui s'appelle Le peuple animal. Hein, vous savez, ce bouquin, je l'ai dévoré, je ne l'ai pas fini, mais il m'a énormément servi pour aller un peu plus loin sur cette compréhension. Et la dernière chose, c'est que dimanche soir, c'est-à-dire hier soir, il y avait un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur E égale M6, sur les faits scientifiques de ce qu'apportent les animaux. Alors c'était génial. Synchronicité. Synchronicité, merci les guides. Merci là-haut. Alors voilà, en gros, ce qu'il en ressort, c'est que
il a été prouvé scientifiquement que du chat abaisse votre fréquence cardiaque. Mais ça, on le sait tous. On sait tous que le ronronnement du chat, ça fait du bien. Mais là, ils l'ont prouvé. Donc, c'est une participante qui est entrée et on a pris sa tension. Elle avait 14,8 de tension. Elle avait son chat dans une petite boîte. Donc, elle a fait 10 minutes de ronron thérapie, on va appeler ça. Et on a repris sa tension. Elle était passée à 10. Et sa fréquence cardiaque avait diminué. Donc, elle était beaucoup plus calme, sereine. Donc déjà, là, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est génial. Déjà. Oui, mais c'est bien quand la science apporte une confirmation de son intuition, ça relie ces deux mots. Oui, j'aime bien relier les deux. Ensuite, ce qu'il en ressort, et je vais vous en reparler après, c'est cette notion que les animaux ont aussi un sens thérapeute pour aider l'homme. Une découverte. Le cancer du sein a une odeur, une certaine forme d'odeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas scientifique. Mais cette odeur, elle peut être détectée. Donc, ils ont éduqué spécialement 2 bergers malinois qui sont en cours d'apprentissage, parce que là, sur la vidéo, ils avaient 8 mois, et qui permettent de reconnaître cette odeur. La femme qui souhaite se faire dépister du cancer du sein va porter une forme de lingette ou son soutien-gorge pendant une journée, qu'ensuite elle va mettre dans un bocal et envoyer en laboratoire. Et ce berger malinois va, avec son odorat, marquer l'arrêt ou pas sur cet échantillon pour savoir si la personne est atteinte du cancer ou pas. Et ce qui est beau et ce qui est magnifique, c'est que dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est détecté suffisamment tôt. Et ça, c'est un beau cadeau que nous font les animaux, c'est justement ce rôle de venir en aide à nous les humains. Et je suis convaincu, là on est début 2017, que ça va aller de plus en plus vers cette notion de l'animal est précieux. Elle aussi, les consciences. Lorsqu'on parle de aider l'homme, j'ai en tête les dauphins. Les dauphins qui viennent aider notamment les enfants qui sont autistes. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages là-dessus, moi je trouve ça magnifique. Ils arrivent à avoir une approche, une relation tellement proche avec un autiste que les humains n'arrivent pas, ils peuvent aider à évoluer cet enfant. Donc, il y a aussi des apprentissages avec les chevaux. Avec les chevaux aussi. C'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire, ces enfants, grâce au contact de ces animaux. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se demander, mais quelle est la place exactement de nos animaux? Et pour ça, vous partagez une philosophie qui est la même que celle qui nous relie à nos guides spirituels, qui est, donc c'est une croyance, donc faites-en vraiment ce que vous voulez, nous ne sommes pas des êtres qui vivent la spiritualité, mais à l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Et donc de là, ça englobe énormément. La première des choses, c'est que ça veut dire qu'on choisit de s'incarner, et que si l'on choisit de s'incarner, nous avons une âme. Et cette âme, c'est un véhicule qui est éternel et qui est le réceptacle de toutes nos vies antérieures qui sont enregistrées sous forme d'informations. Parce que ce qui se compte au sens spirituel, non pas le sens que l'on donne, mais plutôt l'émotion et la leçon que l'on va tirer d'une expérience. Et c'est là où les animaux sont super importants, parce que la Terre, on va dire, c'est une planète école, où chaque âme qui s'y incarne, eh bien, en fait, elle est là pour... Et ça pourrait, sans la matière, sans des expériences, même aussi douloureuses soient-elles, et là, c'est prendre beaucoup de recul sur nos émotions humaines, que si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, alors la souffrance,
elle est éducationnelle. Et la souffrance, elle est temporaire. Je pense que ça doit vous parler aussi, notamment en termes de ce que l'on voit autour de nous, hein, dans la souffrance infligée à nos animaux. J'ai pas forcément de clé de changement, mais par contre, j'ai une philosophie qui est de comprendre que ce ne sont pas les animaux qui vont changer, mais ce sont les hommes qui vont produire le changement à travers ce qu'on appelle l'évolution de conscience. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Si nous avons tous une âme aussi, ça veut dire qu'en notion d'incarnation, ils choisissent de nous accompagner. Ils choisissent. Et donc pour ça, ils ont une mission de vie, ils ont un rôle à jouer. Des personnes, quand je les forme avec les guides, ou qui me posent des questions sur la communication animale, qui me demandent, mais quel est mon rôle sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu pour faire quoi? Donc ils demandent, mais quelle est la place de mon animal? Ben, la réponse, elle est la même pour les deux. Connaître l'amour. Connaître, expérimenter et enregistrer dans nos mémoires ce qui est la plus haute des fréquences. Et à votre avis, c'est quoi la plus haute des énergies dans ce monde? C'est l'amour. C'est l'amour. Et cet amour-là, mais il n'a jamais été aussi extraordinaire que lorsqu'un animal se dévoue totalement en son âme et conscience. On le voit peut-être plus facilement chez les animaux que chez les humains. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une vidéo où c'est dans un haras national où un cheval avait fait perdre une course à son jockey. Donc son jockey, pour le punir, ne lui a pas donné à manger. Et son voisin, le cheval, qui lui était en train de manger, a commencé à prendre son fourrage dans sa gueule et lui donner. Et cette vidéo, elle m'a touché mais en profondeur parce que c'est vraiment une solidarité, c'est vraiment un acte d'amour qui est pur. Et nous, les humains, on filmerait pas forcément ça, un humain qui vient en aide à l'autre. Hein, on dirait pas l'idée de mettre en vidéo. Alors que chez les animaux, ça nous touche. Et je pense que c'est ça aussi leur rôle. C'est ça aussi leur place. Et que notre rôle, notre but sur Terre, c'est d'aller au-delà de notre perception physique et émotionnelle d'une expérience pour pouvoir tout simplement retrouver un petit peu là d'où on vient, et c'est retrouver cet amour inconditionnel. Et je pense que c'est ça le rôle des animaux. Est-ce qu'ils auraient aussi un rôle d'enseignant, de maître dans nos vies? Oui, tout à fait. Un rôle de maître, parce qu'ils nous montrent plein de choses. La première chose qu'ils nous montrent, c'est à s'accepter tel que l'on est. Bah oui. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous êtes contrarié, il y avait des bouchons. Vous avez remarqué que l'animal, il vous aime, quel que soit votre état émotionnel, qu'il est pareil, que vous soyez content ou pas content, l'animal, il vous aime, il vous accueille, il vous ronronne. Oui. Waouh, est-ce que c'est pas une leçon de sagesse, ça? Est-ce que c'est pas une façon de comprendre qu'en fait, il nous accepte tel que nous sommes, et que c'est nous, avec nos jugements, qui avons du mal. Donc, il y a déjà cette première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'un animal, il ne se soucie jamais de l'avenir. Il n'a pas de peur anticipatrice. Alors, les personnes qui disent « Oui, mais si, il a peur de l'avenir, parce que moi, mon chien, quand je le vois, il jette sur la gamelle parce qu'il a peur de manquer. » Ça peut être issu d'un traumatisme qui l'empêche de savourer, ou parce que c'est tellement un plaisir qu'il n'a pas de notion de temporiser le fait de manger. Vous voyez, il y a tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'inquiète pour le futur. Ça, je pense que ce serait une forme d'anthropomorphisme. Et donc, l'animal, il nous apporte quelque chose qui est essentiel de nos vies, c'est le pouvoir de l'instant présent. Hein, il y a un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent » d'Eckhart Tolle, qui nous dit que finalement,
le seul moment qui nous appartient. Mm. Et cette sagesse-là, c'est les animaux qui nous la montrent. C'est là où ce sont des enseignants. Ouais. Mm. Ça me fait penser aussi au Dalai Lama. Quand on lui demande qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité, il nous dit les humains. Parce qu'ils passent leur temps à penser anxieusement au futur et à ressasser tout le temps le passé. Donc ils tombent malades. Et ensuite, ils dépensent tout l'argent qu'ils ont gagné pour retrouver la santé. Ces deux états, ils ne pensent jamais à profiter du bonheur dans l'instant présent. Bah, regardez les animaux, ils sont comme ça. Ouais. Ils sont dans un état d'abandon. Et cet état d'abandon, c'est une vraie leçon de sagesse. Moi qui transmets la communication avec l'équipe spirituelle, ça revient énormément. C'est cette notion d'avoir la foi dans notre chemin de vie, cette confiance en l'abondance de l'univers et en cette générosité qui des fois a du mal à être vous donner des exemples précis pour illustrer tout ça parce que c'est important aussi de parler en termes précis. Alors, j'ai une amie qui est voyante et d'ailleurs, je vous la recommande. Elle est très prise, elle s'appelle Edwige et Edwige, elle a un chat. Et son chat, il s'appelle Angie. Je suis proche de son chat parce que voilà, il est très sociable. Et l'autre fois, je me demandais ce que c'était son rôle. En fait, c'est très simple à comprendre. Edwige est une personne qui reçoit à son domicile. Donc, ça peut être un peu gênant, elle est un petit peu réservée. Et son chat, lui, il est hyper sociable. Il va accueillir les gens à la porte. dans le genre, bienvenue chez moi. Quoi. Ouais. Et c'est elle qui me l'a dit en plus d'elle-même en disant, mais ça me fait halluciner parce que mon chat, à chaque fois, il va chercher et il raccompagne à la porte. Super poli le chat. Ouais. Bon, c'est pas un hasard tout ça. C'est vraiment un choix de vie et ça l'aide énormément. D'accord. Voilà, on a ça. Un deuxième exemple, c'est mon propre chat, c'est Elune, ma petite chatounette. Je suis thérapeute, c'est une chatte de thérapeute. Je reçois à mon domicile pour l'instant, je n'ai pas encore de cabinet, et je travaille avec des énergies des maîtres ascensionnés, qu'on appelle aussi le Karuna, qui est une présence de auto-vibratoire qui va bien nettoyer la couche aurique. Et bien sûr, ça passe par une conscientisation, c'est-à-dire que la personne, elle va peut-être pleurer, ou il y a des personnes, je leur demande d'exprimer leurs émotions, ça peut être de la colère. Et lui n'allait jamais là, à ces moments-là. En revanche, lorsqu'il y a la bascule qui se fait, c'est extraordinaire, parce que d'un coup, qui sort de son sommeil, qui était tranquillement dans le lit, la petite Elune qui arrive, qui se met sur le canapé et qui commence à ronronner, mais d'une force, une puissance. Alors moi, je la regarde, je lui dis, bon, je sais pourquoi tu es là, vas-y, envoie le pâté. En fait, le ronron, cette vibration qui vient du larynx, et aussi une puissance d'énergie d'amour qui va permettre de nettoyer. L'animaux est aussi de vous aider, vous, avec vos fréquences énergétiques, à vous nettoyer. Une très bonne preuve de ce que les animaux peuvent aussi nous aider à vivre. Les animaux, ils ont aussi un rôle entre eux, un rôle interespèce. Il y a des années de ça, Valérie, donc mon enseignante, qui est aussi psychiatre dans un hôpital, on l'a emmené son chat, Raphaël, au salon de toilettage. Lui, aucun problème. C'est un maître à penser, il arrive, je ne suis pas stressé, je me pose tranquille. Vous voyez, le chat modèle. Et puis à côté, il y avait un bichon, un tout petit bichon, qui était terrorisé, qui paniquait, qui était là, qu'est-ce qu'on va me faire, mon maître, il est parti et tout. Et ça transpirait, il n'y a pas besoin de faire de communication pour voir ça. Et en fait, cet animal, il a croisé le regard de Raphaël, donc de ce chat. Le chat, il l'a regardé comme ça. Et en 10 secondes, c'était réglé. Non, il a apaisé. Il a apaisé. À mon avis, il a dû dire un truc du style, bon, comporte-toi en adulte, il n'y a pas de raison de stress. Après, c'est une interprétation que je vous donne. Mais les animaux communiquent entre eux, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et si ça vous intéresse, il y a plein de livres comme ça qui ont été écrits sur justement cette connexion, cette communication interespèce. Donc, c'est vraiment riche. Ce qui est important et ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'aussi,
on parle de choix d'incarnation, aussi du coup de pourquoi, et ça vous vous le demandez sûrement, pourquoi est-ce qu'il y a des animaux vont en souffrance avec des maîtres entre guillemets mauvais? Parce que on a bien sûr la maltraitance animale, les atrocités qui sont faites à ces animaux. Je vais en parler légèrement parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans un émotionnel lourd ou culpabilisant, mais en fait, de ce que j'ai lu dans ce livre, hein, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est les animaux, quand ils voient que les humains ont un cœur desséché et qui reproduit des schémas de violence parce qu'ils manquent d'amour, va aussi être une source d'espoir. Une source d'espoir pour qu'ils puissent retrouver cet amour et guérir les blessures. C'est vraiment un choix de vie. Voilà pourquoi aussi certains animaux vont aller jusqu'à absorber des maladies. Je vais rentrer dans un domaine assez particulier. C'est vraiment pas facile à aborder parce que ça demande beaucoup de recul et de compréhension. C'est que, en fait, les animaux, vous savez, ils sont clairsentients. Ils ont une finesse et une intuition qui font qu'ils voient nos corps énergétiques. Et en termes énergétiques, on dit qu'une maladie, avant qu'elle se produise dans le physique, elle est présente dans l'éthérique, dans nos champs émotionnels. Les animaux, ils vont la détecter sous une forme de tache noire. Et quand je vous disais que le rôle des animaux, c'est aussi d'apporter cet amour inconditionnel, apprennent aussi à travers nous, eh ben, la maladie que l'on porte peut être absorbée par ces animaux, dans un sens de dévotion, dans un sens où l'amour inconditionnel n'a pas de limite sur sa propre existence. Le chat ne se dit pas « je ne vais pas prendre sa maladie parce que je vais mourir ». Le chat va spontanément, avec tout son amour, absorber et vivre avec cette maladie. On a des fois des animaux qui meurent rapidement parce qu'ils ont voulu éviter une maladie à un enfant, par exemple. Pour illustrer ce que je vous dis, je pense à plusieurs exemples. Je travaille de façon bénévole au refuge du Lac Oubran à Toulon. Et dès les premières visites, j'ai rencontré une Doberman qui s'appelle Shena. Et cette Doberman a un cancer en phase terminale. Donc elle a des métastases. Vous savez quel âge elle a? Elle a 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est impossible pour un chien d'avoir développé un cancer. Elle est toute jeune, elle est pleine de vie. Donc avec Audrey, donc c'est une copine chamane avec qui on va, on fait des soins en fait. On travaille principalement en magnétisme, un peu de communication animale parce que si vous voulez, on n'a pas le temps, on les promène. Mais ce qu'il en ressort quand on est vraiment en connexion avec cet animal, c'est mais laissez-moi, je l'ai pris pour sauver mon maître et voilà, je le fais par amour. Vous ne pouvez pas aussi la sauver du coup? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et j'ai pas de réponse à ça parce que je pense que le fait de sauver un animal, il nous appartient pas forcément. Bien sûr. Ça peut être aussi elle a un cancer en phase terminale, hein, cette Doberman, donc elle est condamnée quelque part. C'est pour ça qu'elle n'est plus proposée à l'adoption d'ailleurs. Mais d'un point de vue de son âme, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une expérience qui l'a fait énormément progresser, évoluer, et qui a du sens pour elle. Bien sûr. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est aussi un... C'était sa mission. Ouais, c'était sa mission. Sur cette incarnation-là. Exactement. Donc, quand je vous dis de mission de vie, voilà, je sais que c'est difficile à entendre et prendre du recul, mais si on devait comprendre de façon concrète ce qu'est l'amour inconditionnel, ben, c'est des fois s'enfermer dans une prison pour mieux ouvrir les barreaux de quelqu'un.
Et je pense que c'est juste parce que ça vibre, Oui. tu sens. Je pense qu'il y a une notion qui est importante et qui va dans le sens de l'éveil des consciences, qui va dans le sens de la spiritualité, qui est que dans notre vie, les animaux qui s'incarnent et qui vont choisir un parcours de vie le font leur âme et conscience, même si vous ne le comprenez pas, même s'ils ne sont pas conscients, même s'ils ne vous l'expliquent pas, mais dans le fond, tout a un sens. Et votre animal, il vous comprend bien plus que vous le croyez, et ils comprennent beaucoup de choses. Et quand on dit ils comprennent beaucoup de choses, vous allez vous demander, est-ce qu'ils entendent nos pensées, les animaux? Alors je vais vous dire, oui, et je vais vous donner un exemple. Je reviens à quelque chose de plus léger parce que le but, c'est pas de plomber l'ambiance. Hein. Le but, c'est vraiment de. C'est important de le comprendre. C'est important, voilà. J'ai pas trop envie d'insister là-dessus parce que je préfère quand on parle des choses qui sont agréables. Oui. Et alors oui, il entend vos pensées. Regardez. Vous vous souvenez la dernière fois où vous avez pris rendez-vous avec votre vétérinaire juste avant de l'emmener chez le vétérinaire, comment il a réagi, votre chat ou votre chien? Est-ce que vous remarquez comme d'un coup il se cache ou il se carapate? Je sais pas si ça le fait, toi, avec ton chien ou ton chat. Non, ma chienne, elle n'est pas allée très souvent, puis c'était pas très traumatisant pour elle. Et mes chats, non, non plus, non. Ils ont confiance, ça va. Voilà. Alors, ils n'ont jamais été non plus très. Il y en a qui peuvent avoir une mauvaise expérience. Hein. Par exemple, chez un vétérinaire, quand ils arrivent et ils se font directement mettre un thermomètre dans les fesses, ça peut être traumatisant. Hein. Ouais. Moi, c'est vrai que le mien, le vétérinaire, est très bienveillant. D'accord. Donc, j'ai l'impression que aucun de mes deux chats et ma chienne n'est vraiment traumatisé. On y va en toute confiance. Ouais. Donc, ça peut arriver chez certains d'entre vous qui puissent capter vos pensées. Et des fois, vous vous dites aussi, mais il me comprend ce chien. Il me comprend ce chien. Il lit dans mon âme. Oui, d'une certaine manière, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et les animaux, c'est aussi un miroir. C'est un miroir spirituel. Parce que si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans la matière, alors tout ce qu'on vit va être un moyen d'élever notre conscience à travers notamment aussi les défauts des animaux. Je vais vous donner un exemple et après je vais zapper une partie parce que je vois que l'heure avance. Oui. Ça va faire presque 1h30. Ouais. D'accord. Il y a quelques questions en plus. D'accord. Alors je vais zapper ce dont je voulais vous parler. Je vais vous donner un exemple sur les choix d'incarnation, parce que c'est vraiment ça le thème. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu en communication animale parce qu'elle avait une portée de sa Jack Russell, qui s'appelle Snow. Et en fait, elle est venue me voir pour savoir si un de ses chiens, un de ses chiots, il y en avait 5 ou 6, je crois, était la réincarnation d'un de ses chiens précédents. Et donc, on commence à discuter. Et en fait, pendant la communication, j'ai un chien décédé qui vient. Donc, je lui décris, elle me dit oh, mais c'est marrant que tu me parles de lui parce que c'est un chien que j'ai devenu. Je dis bah, écoute, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il est dans la lumière avec ses chiens. Et en fait, le chiot lui indique, enfin plutôt le chien, lui dit oui, tout à fait. J'ai choisi de revenir à tes côtés parce que c'était tellement beau la vie avec toi et je suis dans celui-là. Et elle dit ah bah c'est bien ce que je pensais. Et il dit attends, t'inquiète pas, tu vas avoir des signes. Et cet animal, il va reproduire presque tous mes comportements parce que c'est mon âme qui est dedans. Et donc ce chien, il a grandi. Et en fait, elle me dit mais c'est hallucinant parce qu'il a les mêmes mimiques. Et je lui dis, bah vas-y, dis-moi, je vais en parler à la Vibra conférence et tout. Et elle me dit, bah par exemple, il a un fou de poulet, ça le rend complètement dingue. Et aussi, il pose ses pattes tout le temps comme ça. Il n'y a que lui qui le fait, et il n'y a que son ancien chien qui le faisait. D'accord. Donc voilà, il y a des signes qui portent à croire que c'est vraiment la réincarnation. Après, des concepts. C'est ce que je vous partage. Bien sûr. Je vais vous partager une dernière histoire, on va la présenter avec Fanny. Ah oui. C'est ce qui va conclure aussi peut-être cette Vibra conférence, c'est la communication avec les animaux décédés. Je
trouve ça assez facile de communiquer avec les animaux décédés. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est peut-être parce que j'ai perdu ma famille très tôt, donc j'ai appris très tôt à apprivoiser la mort. Et donc pour moi, communiquer avec un animal décédé, ça ne me pose aucun problème. Une personne est venue me voir avec, donc c'était une des premières personnes que j'ai formées en plus en communication animale. À la base, j'étais pas du tout parti pour ça. Elle m'a juste montré une photo de son chat et son chat était malade et voulait savoir pourquoi. Et donc du coup, j'ai commencé à lui raconter un petit peu. Et avant qu'elle vienne faire la formation, et il y a quelqu'un aussi que je formais à la maîtrise en Reiki et qui savait pas qu'il était décédé. Et on a commencé à avoir une communication. Et Corinne nous a raconté toute la beauté de ce moment. Hein. C'est qu'en fait, ce chat, il l'a aidé parce qu'elle nous disait, lorsque je communique avec lui, lorsqu'il est décédé, il a placé ses pattes au-dessus des siennes et il lui a envoyé de la poussière d'or. Rien que d'en reparler, je l'ai pris. Et en fait, ce chat, c'est son maître, c'est son guide, c'est son ange gardien. Et il lui a dit, avant de faire tes soins, connecte-toi. Et en fait, c'est quelqu'un qui tu pourras soigner. Et tu pourras soigner. Et en fait, c'est quelqu'un qui se lance dans les soins énergétiques, tout ça, et qui, justement, elle nous disait que lui permet de se recharger et du coup de faire des soins à travers cette connexion et qui est absolument extraordinaire. C'est que c'est un don d'amour, quoi. Zébulon, c'est un don d'amour. Et apparemment, il serait revenu une deuxième fois. Il est revenu vers elle pour la recharger, c'est ça? Pour la recharger en lui envoyant de la poussière d'or dans ses mains. Voilà. C'est fabuleux. C'est ça qui est magnifique. Donc ça, c'est pour les animaux décédés. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et j'ai souvent des personnes qui me demandent. Et juste pour conclure, la communication animale, ça peut vous servir dans un domaine qui dépasse des fois les avis des vétérinaires. Donc toujours, je vous invite à aller voir un vétérinaire en premier. Mais un jour, on m'a raconté une histoire d'un chaton qui est mort subitement. Et le véto, il a diagnostiqué un empoisonnement à la gardienne. Elle s'est révoltée en disant « Mais c'est impossible, j'ai pas d'aspirine chez moi. » Il dit « Si, il n'y a que l'aspirine qui peut faire éclater le foie. » Donc ça a été une conversation de sourd et muet. Et en fait, en communiquant avec cet animal, on apprend qu'en fait, il a absorbé ses tensions émotionnelles, notamment sa colère, parce que le foie est l'organe qui stocke la colère. Et comme c'était un chaton, il n'avait pas la capacité à la digérer, donc il en est mort. Mais en fait, il l'a sauvée elle aussi, quelque part, parce qu'elle avait énormément de colère. Il y a aussi une histoire où on a travaillé en communication avec l'histoire d'un poisson rouge devenu gris. Alors j'aime bien cette histoire parce que on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé beaucoup des chats, des chiens. Et ben, en cas pratique, en formation, il y a quelques années, on m'a montré un poisson rouge qui était devenu gris. On m'a dit, vous allez demander pourquoi il est devenu gris. Oh, c'est évident ça. Hein. En fait, ce poisson rouge était dans la cuisine, en plein milieu, ouvert, donc il était au centre de l'attention et tout se passait bien, tout le monde lui faisait des coucous et tout. Et le gardien a décidé de faire des travaux, donc il a déplacé le bocal parce qu'il voulait changer sa cuisine, il l'a mis dans le couloir. Et d'un coup, plus personne ne lui accordait de l'attention. Et donc ce poisson, il n'avait plus d'interaction avec l'humain. Et la seule manière qu'il a trouvé d'attirer l'attention, c'est de changer sa couleur. Ouais. Et en plus, pour la petite anecdote, c'était un étudiant en école vétérinaire. Hein. Donc, je peux vous dire que là, niveau connaissance animale. Et donc, bien sûr, il a été changé d'endroit. Et depuis, il a retrouvé ses couleurs. Et c'est là où la communication animale va être un complément des analyses des plus grands, hein, des comportementalistes, des éducateurs canins, mais qui va permettre aussi d'être dans cette compréhension intuitive, en fait, qui n'a pas forcément de sens commun. Voilà, tout simplement. Et l'importance de tous nos animaux, que ce soit chien, chat, poisson,
Ils ont une grande importance. Ils ont une grande importance, bien sûr. Et je pense et ils accordent de l'importance à nous. Énormément, mais on est tout pour eux. Cet échange qui est très important. Et des fois, on dit c'est qu'un poisson rouge, mais finalement, non, ce n'est pas que un poisson rouge. Exactement. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux animaux, c'est de prendre soin de vous. C'est de pouvoir vivre en bonne santé, en étant heureux, en étant équilibré. Dans ces cas-là, vous n'avez pas créé de maladie, puisque vous n'aurez pas de raison. Et dans ces cas-là, les animaux n'auront pas à l'absorber. Vous voyez, la relation que vous avez faite, elle est étroite parce que les animaux vivent en permanence avec vous, les animaux domestiques. Le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Prenez soin de vous. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai co-créée. Donc, c'est un message des guides et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ça s'appelle « Tendressez-vous ». C'est au nom de Clotaire Guérin et Philippe Aubrecht. Et elle dure 6 minutes. Et c'est à travers la tendresse que l'on éprouve pour les animaux, de tourner cette tendresse vers l'intérieur. Voilà, je vous la dédie cette vidéo parce qu'elle a été écrite dans des conditions difficiles et je trouve le résultat touchant, vibrant. Hein, tu l'as vu cette vidéo? Je crois que je l'ai partagée sur ma page Facebook LGC6 Nouvelle Santé Consciente et je la repartagerai demain, je mettrai le lien sous la présentation de la Vibra-conférence de ce soir. Super, je te remercie. Puisqu'on parle de nettoyage énergétique, puisqu'on parle aussi d'animaux qui absorbent les maladies, vous pouvez vous demander, alors comment on fait pour les nettoyer? Alors ça va faire l'objet d'un atelier avec un des plus grands enseignants qui s'appelle Serge Boutboul. Si vous voulez savoir qui il est, vous tapez sergeboutboul.com. Donc Boutboul, ça s'écrit B-O-U-T-B-O-U-L. Et lui, il est spécialisé dans la salle, dans les soins énergétiques où on travaille la matière éthérique. Et j'ai appris à nettoyer l'aura. Donc j'ai appris au cours d'une journée. Là, je vais me former avec lui 4 jours. Et ce que j'aimerais vraiment, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est de pouvoir partager avec vous comment appliquer les techniques de magnétisme humain à l'animal. Parce que je suis sûr que c'est possible. Ah oui, bien sûr. Je vais vous en montrer un. Le nettoyage d'un corps énergétique. Vous travaillez avec votre intention, votre visualisation et bien sûr votre cœur, parce que rien ne se fait sans l'amour pour les animaux. Ça, vous touchez l'animal, mais si vous le faites correctement, vous allez voir que l'animal réagit, parce que les animaux sont sensibles. La première chose à faire, c'est de vous placer dans le cœur avec l'intention de pouvoir nettoyer ce qui ne représente pas la lumière et ce qui peut encombrer votre animal. D'accord? On pourrait dire que c'est une petite prière. Ensuite, avec vos mains, vous allez visualiser entre vos 2 mains comme un tamis. Un tamis, c'est quoi? Comme une passoire où on fait passer les pattes, comme un grillage. Et ce grillage, il va servir à filtrer tout ce qui peut être parasite pour l'animal. Ça peut être tout visualisé bien, très clairement. Si vous le faites bien, si vous êtes clair sentient, vous allez pouvoir sentir dans vos mains comme une tension, comme un poids qui se crée. Donc là, j'ai mon tamis. Vous venez vous placer de part et d'autre de votre animal. Il peut être assis, allongé ou en train de dormir, comme ton chat là-bas. Et vous allez passer ce tamis de la tête à la queue en vous concentrant, lorsque vous le faites, sur votre intention, c'est de le nettoyer pour pouvoir le libérer des tensions. D'accord? Est-ce qu'il y a un sens Alors, vous pouvez le faire de haut en bas, de bas en haut. Adaptez-vous par rapport à la position du chat. Ouais. S'il est assis comme ça, il vous regarde, vous le faites de la tête. S'il est allongé, vous pouvez le passer une fois comme ça, une fois de l'autre côté. Mais, oui, la tête toujours. Alors, de la tête vers la queue, avant de remonter, vous l'envoyez à la lumière, comme ça. Serge Boutboul, il va vous dire, vous le mettez dans une coque de protection, vous l'envoyez à la terre. Ouais, ok.
Ouais, j'ai une personne que j'estime beaucoup qui s'appelle Magali Archange, avec qui je fais des formations en soins quantiques, qui m'a dit envoie de la lumière parce que la Terre, c'est une entité, alors que la lumière, c'est bon, ils sauront quoi en faire. Donc, une fois que vous avez passé la tête à la queue, vous envoyez la lumière, là, vous pouvez remonter. Et vous allez remarquer le comportement de votre animal à ce moment-là. C'est assez incroyable. Je vous laisse faire vos expériences parce que, comme le dit Frédéric Lenoir, la sagesse, c'est la connaissance mise en mouvement. Alors, surtout, allez-y, pratiquez. Ça fait vachement du bien de nettoyer les animaux. Des fois, ils préfèrent ça que prendre un bain. Hein. N'est-ce pas? Merci. Voilà, ça va, je ne suis pas trop débordé, non? Ça va, ça fait 1h30. Je suis passionné, alors du coup, je parle beaucoup. J'espère que vous êtes encore là. C'était passionnant. Je te remercie. Alors, on va passer aux questions, puisqu'on a encore quand même un petit peu de temps. Alors, on va commencer par Salari Pecha, qui nous dit « Bonjour à tous et plein d'amour pour 2017. Merci. Clotaire, je suis heureuse de faire votre connaissance. Que pensez-vous de ce qui se monde, que ce soit dans les abattoirs, les élevages intensifs, les tests en laboratoire, les tortures en maltraitance en tout genre, l'esclavagisme du monde animal par l'homme, etc. Énormément face à cet holocauste. Est-ce que les animaux communiquent avec vous sur cela? Y a-t-il des prières adressées aux animaux pour les sacrifices qu'ils endurent? Heureusement, de plus en plus d'humains se rallient à leur cause. Merci de vos réponses. » Alors, je comprends que ça vous touche et je pense que ça nous touche tous de voir cette souffrance animale et ça nous renvoie aussi à notre impuissance parce qu'on ne peut rien y faire. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'on peut changer dans le monde. Vous savez ce que c'est? C'est nous-mêmes. Et lorsqu'on fait ce travail sur nous-mêmes, eh bien, on va nourrir ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un espoir que c'est temporaire et éducationnel. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les animaux aussi se sacrifient pour aider l'homme à évoluer. Et il y a un truc qui me dit aussi qu'on traite un peu les animaux comme nous, on se traite entre humains. Hein, dans cette notion de barbarie et d'état primaire, il y a même des religions qui imposent ce traitement barbare, et notamment, je pense à la place de la femme, par exemple. Et je pense que ce que les animaux vivent sont aussi un miroir à briser ces schémas, à changer de comportement, parce que c'est lorsqu'on est dans les plus grandes souffrances, c'est lorsqu'on est au pied du mur, qu'on peut créer les plus beaux changements. Oui. Après, c'est pas anodin non plus. Il y a quand même un éveil des consciences. Voilà. Il y a des choses qui bougent, puisqu'il y a quand même pas mal de vidéos qui ont montré ce qui se passait dans les laboratoires, ce qui se passait dans les élevages d'œufs, avec voilà, les poussins, il y a etc. One Voice, il y a plusieurs chaînes aussi, parce qu'ils ont été s'infiltrer entre guillemets pour montrer la dure réalité, notamment des nuggets, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça a un impact sur nos comportements, sur nos consciences, et donc sur nos changements peut-être de consommation. Voilà. Et les choses sont en train d'évoluer. C'est en train de changer. Voilà. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, par rapport à il y a quelques années, voire même il y a 2-3 ans, oui. Les gens en ont pris beaucoup plus conscience. Et c'est à nous, comme tu disais, à changer, c'est-à-dire bien consommer moins, consommer différemment. Et les choses vont incontournablement changer. Voilà. Il y a de moins en moins de tests sur les animaux. On a des marques avec un label bio où, par exemple, les cosmétiques ne sont plus testés sur les singes. On a l'arrêt des cirques d'avoir des animaux. Oui. On a dernièrement, la semaine dernière, on a eu une pétition pour arrêter de fabriquer des manteaux en vison, parce que les visons, ils sont dans des conditions abominables.
Donc, vous voyez, tout change petit à petit par la prise de conscience. Et je pense que 2017 est le nouveau monde dans lequel on est, l'année 1, c'est l'année de la réalisation du grand changement. Oui. Et je pense qu'on va avoir de très beaux changements positifs dans ce sens-là. Je souhaite de tout cœur. En tout cas. Merci, Salari, pour Ange, qui nous dit « Bonsoir à tous qui aiment nos animaux, merci pour eux. Je voudrais savoir si les animaux qui vivent avec nous savent qu'ils vont partager nos douleurs, nos maladies. Comment savoir ce qu'ils ont à nous dire et si vous pouvez savoir si on fait bien ou mal par rapport à leurs derniers moments. Ils ont bien fait de leur abréger leur souffrance. Merci pour votre don au service de nos amours, nos animaux, et pour vos réponses. Gratitude. » Et vous avez rajouté « Bonne année 2017 ». Ok. Merci. Alors, Marie-Ange, j'ai déjà répondu en partie à est-ce qu'ils savent qu'ils vont partager nos douleurs et nos maladies? Ma réponse est oui, mais ils l'oublient. C'est un peu comme nous, notre choix d'incarnation. Rappelez-vous qu'on oublie pourquoi on est là et ils ont aussi un profond espoir en l'être humain, des fois même plus que nous, c'est sur notre capacité à guérir. Et c'est sur notre capacité à transcender la douleur. Donc, quelque part, ils ne se posent pas la question, en fait. Ça ne fait pas partie de leur problématique. Et ensuite, la question de l'euthanasie, c'est une question qui est très difficile, qui est très délicate, à laquelle je ne vais pas me positionner, mais je vais plutôt partager une expérience. On m'a demandé, donc c'était une copine du lycée, à savoir si son chat souhaitait être euthanasié parce qu'il était à bout de force. Le message, et en fait, quand j'ai communiqué avec l'animal, bien sûr, je ne lui ai pas demandé ça tout de suite. Est-ce que tu veux que ton maître te tue? Enfin, vous voyez, ça se fait pas. J'ai plutôt discuté avec lui sur quelle est la vision de ta vie, comment est-ce que tu te sens. Et il me dit quelque chose, il me dit entre guillemets, hein, il ne me parle pas vraiment, il me montre des images comme quoi il avait envie de partir, de s'isoler, infliger la mort à ses maîtres. Et en fait, il m'a envoyé des images, c'était un arbre qui s'appelle le Troène, et avec un grillage, et j'ai fait le coup. Et elle m'a dit, ben, c'est exactement ça, depuis qu'on se pose la question, en fait, on ne le voit plus, il est parti. Il mourir tout seul de lui-même. Donc l'euthanasie, c'est lourd en décision, mais je pense que ce que les animaux voient, c'est la noblesse du cœur. Parce qu'en fait, l'euthanasie est un acte d'amour. Nous faisons ça pour éviter et diminuer la souffrance de notre animal, parce que c'est terriblement douloureux de voir un animal souffrir et de ne pas pouvoir le sauver, surtout quand cet animal est condamné. Donc, je ne vais pas dire si c'est bien ou c'est mal, parce qu'au sens spirituel, ça n'existe pas. Tout est une somme d'expériences. Je vais plutôt vous inviter à comprendre que, quel que soit votre choix, votre animal la respecte, et quelle que soit votre décision, il ne vous en voudra pas. Ça veut dire que la notion de culpabilité n'a pas de sens. Alors, je sais, c'est super difficile parce qu'on se sent coupable, mais en fait, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de son âme, tous les animaux à qui j'ai fait passer des messages et qui sont décédés, ils ont tous eu, sans exception, un message de gratitude, d'amour et de reconnaissance. Il n'y en a pas un qui m'a dit, franchement, l'autre, dernière, alors que j'avais encore 2-3 jours à vivre, je trouve ça horrible. Bon, j'essaie de faire de l'humour sur un sujet qui est délicat, mais vraiment, ça, plaçons-nous avec la difficulté des émotions humaines, bien sûr, parce que c'est lourd à porter. Bien sûr. Bah, merci Claire. Voilà. Merci Marie-Ange. Ensuite, nous avons Émoné qui nous dit « Bonjour, j'ai ma petite Lily qui a 19 ans et qui a une insuffisance rénale. Elle a déjà été perfusée 3 jours, elle va mieux, mais je sais que c'est irréversible. Comment vais-je savoir qu'il est temps pour elle de s'en aller, d'arrêter les soins et comment peut-elle me dire si elle souffre? Merci beaucoup pour cette conférence et pour votre réponse. » Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Donc, c'est exactement le même thème. Vous le saurez aussi avec votre cœur. Tout simplement.
Alors ensuite, Lilizen qui nous dit « Bonsoir, j'ai vraiment peur de mon chat. Mon chat de 5 ans et demi que j'ai adopté à la SPA tout chaton. Il me mord de temps en temps. Violent, attaque. 10 jours avec les béquilles, docteur, infirmier et des grosses souffrances. Je ne comprends pas pourquoi. Il ne supporte aucun autre animal et surtout pas les chats. Je ne comprends rien. Il n'a jamais été tapé. C'est même le roi de la maison. Je ne sais plus quoi faire. J'ai même pensé à l'euthanasie sur les conseils du veto. Je vis dans l'angoisse d'une autre attaque. Que puis-je faire? Que se passe-t-il dans sa tête? » Alors, c'est pas évident de répondre à cette question, mais il y a deux choses qui me titillent l'oreille. Il y en a un, c'est vraiment le roi de la maison. Mais depuis quand un chat doit être le roi et doit se permettre de tout faire? Je pense que la place d'un chat, c'est au statut de chat, que vous êtes le maître. Hein, donc vous êtes le gardien, c'est vous qui devez être le symbole de l'autorité. J'ai l'impression qu'en le laissant être le roi de la maison, il n'a pas de limite, ce chat. Donc déjà, il y a ça qui me vient à l'esprit. Le deuxième, c'est penser à l'euthanasie. En fait, imaginez bien que là, c'est pour mettre à distance, pas de solution au problème. L'euthanasie, pour le coup, c'est une intention qui, pour moi, ne reflète pas l'amour. Donc, je vous la déconseille très clairement. Et ce qui me fait aussi écho, c'est que si on mettait le chaton dans la peau d'un humain, ben je vous dirais que c'est un pervers narcissique. Il prend du pouvoir sur vous, il vous terrorise, il vous a, vous êtes victime de son comportement. Donc, je vais vous inviter à prendre beaucoup de recul sur pourquoi votre chat est là dans la vie, quel est le rôle qu'il a à jouer, et vous, qu'est-ce qui vous permet d'apprendre, peut-être plus vous affirmer, peut-être sortir du schéma pour vos victimes sauveurs, peut-être avoir plus d'indulgence face à quelque chose que vous n'avez pas de solution. Alors, vous savez, les chats sont des enseignants au point de vue spirituel. Je sais que c'est dur dans la matière, mais là, il y a clairement une notion de « il n'est pas là par hasard, votre chat ». Il y a un sens derrière tout ça. Et je souhaite de tout cœur le trouver, parce que c'est ce qui permettra aussi que vous soyez plus en paix avec ça. Merci, Clotaire. Merci, Lilizen, pour la question. Ensuite, Cardan, qui nous dit « Bonsoir, j'aimerais tant pouvoir communiquer avec mes animaux pour pouvoir les faire encore mieux vivre. Ma mère a une chatte qui venait se faire câliner sans problème, et puis un jour, bim, elle a eu peur de moi, et maintenant elle se sauve dès qu'elle me voit. Super sympa. Comment l'aider à être moins dans le stress, la peur? Merci. » Alors, comment l'aider à être moins dans le stress et la peur? Pour ça, on utilise un outil qui est vraiment très très bien, qui s'appelle les fleurs de Bach. C'est une des dernières parties que je propose dans ma formation. C'est qu'une fois qu'on allait chercher une problématique, on se rend compte que le chat ou le chien ou l'animal domestique, il a un stress lié à ça. Et donc, les fleurs de Bach sont un outil qui a été créé par le docteur Bach qui permet de rééquilibrer ce comportement et de libérer toutes ces mémoires émotionnelles. Voilà. Je vous invite à mieux comprendre les fleurs de Bach. Dans mon manuel, je transmets un outil, et cet outil, il a été validé par une de mes anciennes patronnes de ferme pédagogique qui est conseillère en fleurs de Bach, qui s'appelle Maria Luisa Wexten, et qui elle est spécialisée et qui pourra sûrement vous aider. Ou sinon, vous pouvez aussi vous renseigner par vous-même ou m'appeler pour savoir quelle serait la fleur de Bach appropriée. Là, je ne l'ai pas en tête parce que je ne suis pas spécialiste des fleurs de Bach. C'est un outil. Merci. Alors ensuite, nous avons Chantal qui te demande « Bonsoir, comment communiquer avec nos animaux décédés? Merci bien à vous. » Voilà, je pense qu'on y a répondu. En fait, ça se passe juste sur un plan différent. Et ce qui des fois nous limite, c'est la peur de la mort ou c'est la croyance qu'on ne va pas y arriver parce qu'il est décédé. Et en revanche, après, on peut se faire, pour apprendre, oui, de se faire aider comme… Oui, bien sûr.
Alors, je peux vous le proposer dans la formation, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut être accompagné, ça s'apprend, comme on peut apprendre le reiki, comme on apprend le magnétisme. Tout à fait. Ça, la communication animale, ça apprend aussi avec un guide. Et fait. après, notre propre travail et nos propres expériences. C'est ça, et le changement. Le changement pour pouvoir changer nos croyances et pouvoir justement élever nos niveaux de conscience. D'accord. Ensuite, nous avons Jeanne. Bonsoir Jeanne. Jeanne qui fait partie du Grand Changement, qui est aussi administrative du forum LGC. D'accord. Je t'embrasse Jeanne. Bonsoir. Alors bonsoir, merci de toutes ces infos précieuses. Lorsque j'ai adopté mon chien il y a maintenant 4 ans, il a fugué à peine 1 mois après son arrivée à la maison. Je l'ai cherché avec l'aide d'une communicante animalière et mon chien montrait par image son environnement, ce qui m'a beaucoup guidée pour repérer et cibler le coin. Je pense à un point d'eau et des chevaux qu'il montrait et par un rêve que j'ai fait la veille de le retrouver, où il me donnait toutes les infos pour le retrouver. C'est monsieur ne me quitte pas. Ma traduction finale de sa fugue et de cette communication, c'est un chien qui avait déjà 6 ans lors de l'adoption, maltraité et très peureux, difficile à adopter avant moi. C'est comme s'il me mettait au défi de savoir si moi, je le voulais bien dans ma vie. Et est-ce que j'allais le trouver au milieu de ce cache-cache qu'il m'a proposé? Merci à vous. Bonne soirée. Ah ben merci pour ce témoignage. Merci, c'est un beau partage. Jeanne. Oui, c'est un beau partage et c'est une belle illustration de ce que tu disais au début de la conférence. Parfois, ça peut être plus ou moins difficile ou facile de le retrouver. Ça dépend selon les informations qu'il peut aussi nous donner, dans quel état il est. Mais là, effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu comme un test. D'être retrouvé, parce qu'il a envoyé un message par rêve. Donc là, il avait vraiment envie, il était perdu. Et c'était comme s'il testait sa propriétaire, enfin sa gardienne, là, je dirais. C'est vrai que c'est plus joli. Puis alors là, c'est vraiment un peu un cas typique de ce terme-là. Pour voir si vraiment elle était apte à l'accueillir et à recevoir ces messages. Donc, c'est une belle communion entre les deux. Merci Jeanne, j'adore ce témoignage. Ensuite, nous avons Océane qui nous dit « Bonsoir à vous, merci pour cette conférence. Oui, je suis persuadée que les animaux comprennent mes pensées. Pour ce qui me concerne, le vétérinaire, ils adorent, c'est la fête. Et de plus, ils voient des amis à poil. Ah oui. Ils savent et voient ce que nous ne voyons pas. Et quelle compassion dont nous ne sommes pas capables. » Oui, alors je pense qu'on est tous capables de compassion, vous savez. Je pense que c'est la plus belle des qualités du cœur, qui notamment est le siège AGPT, amour, gratitude, pardon, tolérance, mais aussi le siège de la... On est tous capables. Et les animaux sont là pour nous le montrer. Oui, oui. Ce sont des guides, hein. Ah bah oui. Des guides et maîtres. Oui. Ben, merci beaucoup, Océane, pour ce témoignage. Odile, qui nous dit bonsoir Clotaire, c'est Odile du centre Indigo. Oui, c'est arrivé avec ma choupette, ma chatte siamoise qui a su que j'allais l'amener chez le véto pour mettre fin à ses souffrances. Et elle qui ne bougeait plus depuis 1 semaine est passée la dernière nuit du fauteuil sur mon lit, se blottir contre mon ventre et a dormi toute la nuit ainsi. Oui, ils entendent. Effectivement. C'est aussi un bel acte d'amour. C'est comme une façon de faire ses adieux. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? C'est émouvant même. C'est émouvant. Oui. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais juste actualiser la page pour... il me semble que oui. Très bien. Eh ben, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette conférence. Merci Fanny pour ce beau partage. Merci à toi. Donc, on peut retrouver toutes les informations sur Clotaire si vous voulez en savoir plus, savoir où il fait ses formations et toutes ces informations, son actualité, sur son site internet. Donc, tu vas nous le rappeler. Alors, www.guidespirituel au pluriel.fr.
Vous retrouvez de toute façon le lien sur le grand changement et sur le forum LGC sous la présentation de la Vibra-conférence de ce soir. Moi, j'avais juste une dernière question. Est-ce que tu peux le faire aussi à distance? Par photo? Bien sûr, on travaille à partir de photos. D'accord. Donc, quelles que soient où les personnes se trouvent. Quelles que soient les personnes se trouvent, et la formation, je la propose aussi à distance, même si je préfère le contact physique. Mais en fait, à partir du moment où on travaille avec un animal, on n'a pas besoin de sa présence. Ah oui, mais oui. Ben oui, on travaille à partir de photos. Un animal décédé, on n'a pas besoin d'aller sur la tombe pour discuter. D'accord, ah bah, parfait. Donc, aucun problème pour ça. D'accord. Alors, moi, je voulais aussi juste donner quand même tes toutes prochaines actualités. Si je retrouve du coup… Descends. Les conférences? Oui, c'est sur les conférences, parce que j'étais dessus, et puis du coup, ben, j'ai dû partir de la page, parce que tu interviens au prochain salon à l'espace 3000, voilà, pour 18, le salon 19 et fin bien-être. février. Donc, voilà. Vous me retrouvez à l'espace 3000. Là, la conférence, ce sera comment les guides communiquent avec nous. Donc, c'est à 13h30, samedi 18 et dimanche 19 février. Donc, sur les 2 jours. Tu interviens les 2 jours en conférence. Et ensuite, le samedi 25 février, à 18h, à QRS. Donc, c'est dans le Var. Voilà. À quel endroit tu dis? C'est l'arbre d'essence avec Nathalie. D'accord. Et après, c'est au mois de mars aussi. Voilà. Enfin, tu as une belle actualité et beaucoup de choses à proposer. Bah, on est nombreux alors. Donc, on peut te retrouver à ou à QRS, donc déjà en février. Si vous voulez revoir Clotaire en conférence sur d'autres sujets, partager avec lui aussi. C'est le moment. Exactement. Voilà. Donc, nous, on se retrouve vendredi 27 janvier à 20h30 avec Marina qui va nous parler d'hypnose karmique, donc hypnose régressive. Et ensuite, le vendredi 3 février à 20h30 avec Philippe Sorstein, avec qui nous allons parler de magnétisme. Voilà. Et on vous présentera aussi avec Philippe Sorstein une série de vibra-ateliers sur des techniques de magnétisme à vous transmettre, à vous apprendre. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur la newsletter du Grand Changement TV pour avoir toutes les semaines et tous les jours le programme de toutes les chaînes du Grand Changement. N'hésitez pas à partager et à liker la page du Grand Changement sur Facebook et de LGC6 et de partager à vos amis pour faire circuler l'information. C'est important. Partagez, diffusez. C'est important. C'est important. Que tout le monde puisse avoir accès à l'information, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que c'est important pour le changement, pour l'éveil des consciences. Voilà, le changement, c'est maintenant. On a tous un rôle à jouer. Voilà, une pierre à bâtir. Voilà, donc c'est important. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et de vos animaux. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous et de vos animaux. Merci à toi, Fanny.